Bonjour, ravi de vous accueillir pour dérouler l'essentiel de l'actualité du lundi 13 au vendredi 16 mars. Cette semaine a été marquée par une 8e et nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que le gouvernement vient de déclencher l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, les Vendéens battaient le pavé ce mercredi 15 mars. À La Roche-sur-Yon, entre 2400 et 7000 manifestants selon les sources. La tendance est donc à la baisse vis-à-vis des derniers rendez-vous, mais la détermination semble la même. C'est une pression, on souhaite se rappeler à ce gouvernement qui depuis le début finalement n'entend strictement rien. Il n'entend pas les propositions parce qu'il y en a qui ont été faites depuis le début des organisations en intersyndicales qui plus est. Il n'entend pas les citoyens, citoyennes qui se rappellent à lui et les parlementaires non plus, ils sont en dessous de tout. Ce matin nous étions devant les permanences de nos parlementaires à La Roche-sur-Yon, nous n'avons vu personne. Et pour les 3 autres rendez-vous dans le département, là aussi des chiffres en baisse. 250 personnes au Sables-d'Olonne, 400 à Challans, 500 du comté de Fontenay-le-Comte. Là encore, le principal désaccord concerne le 7e des 20 articles du projet de loi, celui sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Les Fontenaisiens et habitants du Sud-Vendée y sont farouchement opposés. Ça ne permet pas de mettre à l'arrêt le pays, ce qui ferait peut-être réagir le gouvernement. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on a en espérant que ce soit entendu et pris en considération. On n'est pas sur Terre juste pour travailler. Donc je voudrais pouvoir avoir une retraite à un âge où je serai encore en forme et où je pourrais profiter peut-être de mes petits-enfants. Je suis de la génération des années 60. J'ai voté en 1980 pour François Mitterrand pour la retraite à 60 ans. Donc on ne va pas faire marche arrière. En marche, oui, mais pas en marche arrière. Dans le sud Vendée également, le devenir de la maternité de Fontenay-le-Comte inquiète les habitants et professionnels de santé. Le 3 avril, la loi RIST sera appliquée et pourrait bien mettre en péril le devenir de plus de 100 maternités françaises. Dans la liste, les maternités sablaises, chalandaises et fontenaisiennes. Qu'en est-il réellement? Réponse avec Alix Lanos. Alors oui, la mise en place de la loi RIST complique l'organisation des hôpitaux. Alors commençons par expliquer ce que c'est que cette loi RIST, une loi votée en 2021 qui devrait entrer en application le 3 avril prochain. Elle vise, entre autres, à encadrer le salaire des médecins intérimaires. Leurs indemnités seraient ainsi plafonnées à 1 170 € bruts pour 24 heures. Donc sur le papier, cette loi, elle était plutôt approuvée par les syndicats. L'idée, c'était que les médecins intérimaires ne gagnent pas quelquefois 2 fois plus que les médecins titulaires. Mais dans la réalité, sa mise en application est compliquée. Car on le sait, l'hôpital peine à recruter et de nombreux services fonctionnent grâce aux médecins intérimaires. Des médecins qui ne veulent pas voir leur rémunération baisser et pourraient préférer se tourner vers des structures privées pour y travailler. C'est le cas à la maternité de Fontenay-le-Comte, mais d'autres services sont également concernés. Je vous propose d'écouter le docteur Paul Bismuth, la chef du service de pédiatrie au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Tous les services sont concernés, y compris les services d'urgence, urgence générale, qui font adultes et enfants. Les unités de soins continus aussi sont menacées. Elles tombent pas mal avec les intérimaires. Les urgences, en gros, il y a un risque réel pour la population. Un risque de perdre les urgences générales, l'unité de soins continue, et puis de se débobiner, c'est-à-dire pas de maternité, pas de pédiatrie non plus. Moi, je suis la seule temps plein du service de pédiatrie, donc j'assure, quand il y a personne, je suis capable d'assurer les soins, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Alors on parle ici du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, mais ce n'est pas le seul concerné. Un pré-rapport qui n'a pas encore été rendu public du professeur Ville, gynécologue obstétricien à l'hôpital Necker à Paris, préconise la fermeture de 111 maternités en France, des maternités qui pratiquent moins de 1000 accouchements par an. Donc dans le département, ça concerne celle de Fontenay-le-Comte, mais également celle des Sables-d'Olonne ou de Challans. Alors en attendant le 3 avril et la mise en application de la loi, des négociations sont en cours. On écoute à nouveau le docteur Bismuth. Eh bien, si la direction arrive à négocier avec les intérimaires déjà en poste, qui remplacent régulièrement dans cette maternité, on ne fermera pas. Pour l'instant, tant qu'on n'a reçu aucun contre-ordre, nous ne sommes pas fermés jusqu'au 3 avril et la décision va se prendre dans les jours qui viennent. Quelle décision? J'espère que ce sera de garder notre maternité ouverte ainsi que les urgences et le système hospitalier de Fontenay qui fonctionne extrêmement bien. Si les négociations n'aboutissent pas, certaines maternités pourraient fermer, au moins temporairement, le temps de trouver des professionnels pour y exercer.
Toujours en santé, une quarantaine d'agents des 5 EHPAD de La Roche-sur-Yon se sont mis en grève mardi 13 mars. Aucun lien cette fois avec la réforme des retraites. Les professionnels s'insurgent contre le changement d'organisation des agents territoriaux. Le taux horaire est passé de 1547 heures à 1607. Résultat, les agents travailleront davantage lors des week-ends et jours fériés. Ils ont promis aux familles qu'on serait plus le week-end. Et comme il n'y a pas de moyens, eh ben, c'est nous qui prennent, c'est nous les pions qui prennent pour mettre le week-end. Et on est censé faire de l'animation, qu'on soit présent pour les familles, les résidents qui voient qu'on est là. Sauf que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on ne sera pas là la semaine, que les douches passeront pas. Ou alors ils vont passer, mais il faudra que nous, on s'épuise. Et le but, nous, c'est qu'on les prenne bien en charge, les résidents, qu'on s'occupe bien d'eux quand on est là, qu'on soit vraiment avec eux. Et on n'est pas trop la semaine pour permettre d'être plus le week-end, quoi. Vous avez peut-être aperçu cette épaisse fumée noire non loin de Pouzauges. Regardez ces images de la Meilleretti. 74 sapeurs-pompiers et 40 véhicules engagés mardi 14 mars pour un incendie dans les locaux de l'entreprise Transport Antoine. Le feu a rapidement été maîtrisé dans cet atelier de réparation de poids lourds. Aucune victime à déplorer parmi les 18 personnes évacuées. Côté matériel, 1000 mètres carrés sont partis en fumée ainsi que 6 camions. Quant à l'aspect sanitaire et environnemental, un spécialiste en risque chimique va évaluer l'impact éventuel lié à l'incendie. Tout autre chose à présent, le guide Michelin dévoilait son palmarès 2023 le 6 mars dernier. Avec cette nouvelle édition, 9 restaurants sont actuellement décorés dans le département. À noter qu'Alexandre Couillon est le seul chef à recevoir une 3e étoile cette année pour son restaurant La Marine sur l'île de Noirmoutier. Pour le reste, 3 nouveaux visages dans le paysage culinaire vendéen. Les Reflets à La Roche-sur-Yon, l'Abissiou au Sable d'Olonne et la Maison Deux Amis à Mareuil-sur-Lay. Le couple derrière ce restaurant gastronomique est ravi de cette distinction qui attire déjà de nouveaux curieux. Agathe Poulet. Avec son cadre lumineux et ses saveurs harmonieuses, la Maison des Amis séduit les papilles de ses clients, en plus de l'annonce de sa première étoile Michelin. C'est amplement mérité. L'originalité des plats et la gentillesse, ils sont très simples et du coup, je trouve que l'ambiance est conviviale. Et puis surtout ce qu'il y a dans l'assiette, parce qu'on se régale à chaque fois. Sauf que maintenant, il y a une étoile, quoi. Donc c'est super, quoi. Il le méritait, de toute façon. C'était un restaurant que j'avais envie de découvrir et puis là, c'était l'occasion. Au-delà de l'étoile, avoir des couleurs dans l'assiette, voilà. Avec une capacité de 35 couverts, la Maison des Amis propose une cuisine de saison et de proximité à travers 2 formules, un menu déjeuner qui varie chaque semaine et un menu dégustation décliné en 4 ou 6 épisodes chaque mois. Cette première étoile est une reconnaissance du travail fait au quotidien pour ces restaurateurs qui ont ouvert il y a 4 ans. Nous, dans notre parcours, on a travaillé pour d'autres chefs étoilés et on s'était vraiment donné pour d'autres personnes. Et du coup, là, le fait d'être récompensé pour notre travail ici, on ne pensait pas que ça allait être aussi intense en termes d'émotion et de joie, quoi. Enfin, on est très heureux pour les. C'est vraiment une récompense du travail qu'on fait ici tous ensemble. Au menu du jour, tortellini ricotta jambon épinard et merlu de la criée des Sables d'Olonne accompagné de sa sauce vierge au pamplemousse. L'objectif du chef est de privilégier le goût avec une cuisine qui se veut créative et rassurante pour provoquer des souvenirs et des émotions grâce au choix des produits sélectionnés. On essaye de prendre des produits de super qualité et d'essayer de les retranscrire dans l'assiette sans les dénaturer. On veut que la passion des producteurs se retransmette dans nos assiettes. Et après, on essaye de le switcher avec des petites touches d'acidité, d'amertume pour essayer de relever le goût, en fait. La Maison des Amis recevra prochainement sa plaque Michelin. L'équipe ne compte pas se reposer sur ses lauriers pour garder son étoile et continuer à faire découvrir de nouvelles saveurs. Économie, Vendée Expansion organise pour la 2e année consécutive les rencontres du tourisme vendéen. 2 réunions d'échange se tenaient en parallèle lors de cette journée. Une première entre les professionnels du tourisme d'affaires. Le but, penser l'événementiel de demain. Pendant cette journée, un autre temps d'information était organisé entre les hôtels et les agences de voyage commercialisant des séjours groupes loisirs ou scolaires. Une manière de créer des rencontres et pourquoi pas des partenariats.
C'est une formidable opportunité de communiquer entre nous, de nous réunir autour d'un thème qui nous touche tous, à savoir le tourisme d'affaires. On a tous notre structure, on réfléchit tous, on a nos services commerciaux, on a notre développement, je dirais, individuel. Mais le fait de se rencontrer, le fait de se réunir, en fait, fait pousser des idées et puis met en avant aussi toutes nos structures. Et puis ça crée forcément du business. Mardi, la région Pays de la Loire a annoncé le lancement d'un tout nouveau tour cycliste en avril. Un circuit réservé à la catégorie élite, à l'instar de la route vendéenne, tout juste lancée elle également. Une course prévue pour passer par tous les territoires de la région et en Vendée donc. Les précisions d'Alexandre Lenaour. Le Région Pays de la Loire Tour, première édition. C'est une nouvelle course qui va traverser les 5 départements ligériens. Et avec moi, Laurent Drouot, vous êtes le directeur de la course. Bonjour, racontez-nous, quel est le programme de cette nouvelle épreuve ? Bonjour, le programme de cette nouvelle épreuve, c'est 4 étapes en région Pays de la Loire, le région Pays de la Loire Tour, donc 4 étapes, dont l'étape du littoral, la première étape qui sera 40 km vraiment tout près du littoral. On passera à un moment donné en dessous le niveau de la mer. Et puis on va faire tous les petits ports qu'il y aura pendant 40 km au long de la mer. Pour une arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui sera une arrivée normale sur un circuit de 5 km 500. Deuxième étape, l'étape des Vignobles, qui partira de Clisson pour aller vers le Lyon, d'Angers. L'étape des Châteaux, qui partira de Baugé pour rejoindre tout droit Mayenne en haut par Lassay les Châteaux. Là, 200 km, c'est déjà plus les mêmes coureurs obligatoirement qu'on voit dans le final. Et puis la dernière étape, la fameuse étape de la Sarthe, Sablé-le Mans. On longera la Sarthe pendant 30 km, les bords de Sarthe. Après, on rentrera en forêt pour sortir sur le fameux circuit mythique des 24 heures du Mans. Et un superbe circuit dans la ville du Mans avec une arrivée au pied du Vieux-Mans. 18 équipes aussi sont prévues, 110 coureurs. C'est un beau plateau qui est réservé pour cette première. Oui, on est très contents. Alors 18 équipes, il y a encore 2 places, on verra ce qui va se passer. Il y a déjà des sprinters qui étaient présents, il va y avoir 4 très bons sprinters qui vont être là. Et puis n'oublions pas les baroudeurs, on a l'info que des baroudeurs viendront. Ça va être spectaculaire. Et elle est amenée à se pérenniser, cette nouvelle course ? Mais bien sûr, elle est amenée à se pérenniser. Le but, c'est de donner une nouvelle dimension, en sachant que le circuit de la Sarthe a déjà passé dans toute la région pendant 15 ans. C'est pas nouveau, mais là, il y a une autre dimension. Après les périodes Covid, il y a une autre dimension. Il y a la télé, il y a un autre engouement sur tous les villages, sur tout ce qui se fait dans les écoles en ce moment, dans les actions des écoles. Les passionnés de vélo, ils seront là. Le but est que celui qui n'est pas obligatoirement passionné, qu'il vienne sur la course voir le cyclisme. Merci Monsieur Drouot. En tout cas, rendez-vous du 4 au 7 avril prochain avec notamment la première étape qui va intéresser tout particulièrement les Vendéens et qui arrivera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis partons les pieds dans le marais du Perret, 850 hectares entre Talmont-Saint-Hilaire, Jars-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jars. Aujourd'hui, ce site classé Natura 2000 est en plein travaux. Les chantiers sont menés par la communauté de communes Vendée Grand Littoral avec les propriétaires privés des marais. Ils sont d'ailleurs plus d'une centaine. Au programme, la restauration de chenaux d'alimentation, mais aussi d'une écluse ou encore l'élaboration d'un guide sur la bonne gestion des marais. Je vous propose d'écouter l'un de ses propriétaires. Il va vous expliquer un petit peu la donne. D'habitude, les marais ont des écluses communes à l'ensemble des marais. Nous, on a plus de 200 écluses qui sont des ouvrages en pierre remarquablement bien dessinés et réalisés et qui permettent de faire entrer et sortir l'eau et les poissons. Le propriétaire de marais, c'est un passionné. C'est un passionné parce qu'il adore ces paysages, il pêche, donc c'est éventuellement l'intérêt spécifique, mais c'est surtout par passion. On a reçu cela de nos ancêtres, ça a été entretenu pendant des générations depuis le Moyen-Âge et on en hérite et on veut le retransmettre à nos successeurs. Certains marais aujourd'hui sont repris par des personnes qui ne connaissent pas le marais. Donc on va établir un guide avec l'appui du CEREMA qui va nous aider à établir un guide, comment qu'on gère le marais. Ça va du curage, mais aussi comment on prend de l'eau, comment on restitue l'eau. Et c'est donc du côté de Vendée Grand Littoral que se termine cet hebdo. Sachez que la semaine prochaine, vous retrouverez Caroline Tronche aux commandes de la matinale. Diane Delangle, vous pourrez la retrouver également sur l'antenne, dans le journal. De notre côté, on se dit dès la semaine prochaine, dès lundi, sur les chemins de la Vendée en direct. On parlera de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà pour cet hebdo. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end sur TV Vendée.